Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Bienvenue sur France 3 Bretagne et dans Dimanche en politique. Cette semaine, nous consacrons notre émission au mouvement des Gilets jaunes. Émission, je vous précise, enregistrée vendredi à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Et tout de suite, on va commencer avec la carte postale de notre dessinateur Loïc Schwartz. Vous le voyez qui résume un peu cette semaine. Les mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron ne semblent pas avoir totalement convaincu. Va-t-on vers un essoufflement de la contestation? Va-t-on vers une radicalisation? Quel est le réel impact économique et politique des annonces Macron? On va voir tout cela avec nos trois premiers invités que je vous présente. Deux Gilets jaunes sont avec nous aujourd'hui. Tristan Lozac, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du mouvement Le Pouvoir du Peuple 22. À vos côtés, Corentin Boujard, membre des Gilets jaunes également à Saint-Brieuc. Merci d'être avec nous. Avec nous également à nos côtés Jean-Pascal Gaillan, professeur d'économie à l'Université du Mans. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite regarder, se rafraîchir un peu la mémoire avec les 5 mesures, les 5 principales mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron. On regarde. C'est fait pour doper normalement le pouvoir d'achat, le SMIC augmenté de 100 €, la prime de Noël défiscalisée, les heures supplémentaires également défiscalisées, la suppression de la CSG pour les retraites de moins de 2 000 €, mais en revanche pas de rétablissement de l'ISF. Concrètement, Corentin Boujard et Tristan Lozac, concrètement, est-ce que ces mesures vont impacter votre quotidien? Vous travaillez dans la comptabilité, je crois, et vous êtes conseiller funéraire, Tristan. Voilà. Est-ce que concrètement, ça va impacter votre feuille de salaire? Moi, n'étant pas au SMIC dans mon emploi, cette mesure ne va pas m'impacter. Aucune des mesures qui sont affichées ne m'impacteront à l'avenir. Donc, pour moi, ces mesures ne m'apportent rien. Tristan? Pour moi, si, l'augmentation de 100 € va m'impacter. Sauf que, on dit augmentation du SMIC, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout une prime. Une prime parce que le SMIC ne demande pas finalement. On va voir tout cela. Des mesures diversement appréciées partout en France et notamment en Bretagne. Voici un petit florilège de réactions recueillies cette semaine à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. On écoute et on réagit tout de suite. Je pense qu'il faut réellement avoir confiance en lui. Il a été maladroit, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Les insultes, ça a giclé quand même pendant des années. Il aurait fallu qu'il revienne sur l'impôt sur la fortune et plein de choses comme ça. Mais bon, peut-être que ça va endormir certains, mais pas d'autres. Donc je pense que ça va continuer. On va pas donner plus que ce qu'on apprend. Il y a quelqu'un avant lui qui a dit je gouverne un pays qui était en faillite. Ça n'a pas beaucoup changé, hélas. On n'a pas les reins suffisamment solides à l'heure actuelle pour pouvoir supporter ce genre de primes, ce genre d'avantages, etc. Ça va dans le bon sens, bien sûr, mais aujourd'hui, nous, clairement, on n'a pas la possibilité de le faire. Autrement, je le ferai avec plaisir, parce que j'ai des salariés qui le méritent. Mais clairement, pour nous, c'est trop compliqué. On a vraiment perdu trop de chiffre d'affaires, trop de passage client. C'est difficile à mettre en œuvre maintenant. De toute façon, c'est un discours qui arrive bien trop tard. Voilà, c'est pas au bout d'un mois passé qu'il faut se réveiller et venir. Voilà. Des petites miettes, quoi. Ouais, non, c'était vraiment. On l'a vraiment vu comme ça, quoi. Des petites miettes qui, au final. C'était moche. C'était très moche. Je comprends que ce matin, les gens soient en colère, quoi. Voilà, des petites miettes, Jean-Pascal Gaillan, est-ce que c'est la réalité? Ça me paraît difficile de parler de miettes parce que c'est quand même substantiel. Ça représente des mesures à peu près de 0,5 points du PIB. Donc on a rarement eu, suite à un mouvement populaire, un mouvement étendu, des mesures qui coûtent aussi cher. Alors, je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées, ce n'est pas du tout ça. Je pense en particulier que c'est un impact qui est quand même tout à fait substantiel pour les plus bas salaires. Donc c'est un point vraiment central. Mais on ne peut pas parler de miettes. Le déficit public va sans doute augmenter, va dépasser le seuil de 3% du PIB. Ça va encore reporter sur les générations futures, cette charge. Donc non, je crois vraiment qu'on puisse parler de miettes. Ça me paraît difficile en tant qu'économiste de parler de miettes. Tristan, Corentin, quand on revient à l'origine du mouvement, qui était sur la taxation du carburant, quand on voit tout ce que vous avez obtenu finalement, là, lundi dernier, est-ce que vous dites finalement on a quand même gagné la partie? Alors, gagner la partie, non. Parce que toutes nos revendications n'ont pas été entendues. À la base, la taxe sur le carburant, donc il y a une annulation, voilà, des hausses. Sauf que nous, on demandait une baisse. Voilà, donc déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, il ne veut pas remettre en cause l'ISF.
ça fait partie aussi de nos revendications, parce que l'ISF, à la base, ça devait être une contrepartie. Voilà, en annulant l'ISF, on devait faire revenir, en gros, les riches, etc. etc. Aujourd'hui, ils ne sont pas revenus. Corentin, c'était une mesure symbolique importante pour vous, le rétablissement de l'ISF? L'ISF, ça permet de montrer aussi aux gens que tout le monde paye, que ce soit les personnes modestes ou les personnes aisées. Tout le monde peut participer à la vie économique du pays et ce n'est pas en annulant, en ne remettant pas en cause l'ISF que ça va s'arranger. Tout le monde paye et même l'impôt est progressif. Donc on ne peut pas dire que certains ne contribuent pas. Ils contribuent même plus que ceux qui ont des petits revenus. L'ISF n'a pas été réellement supprimé. Ce qui a été modifié, c'est donc l'assiette de l'ISF. Donc on a réduit l'ISF à la fortune immobilière pour essayer de laisser l'investissement productif se développer. Donc demander cette suppression de l'ISF est efficace fiscalement? On n'a pas évalué encore C'est très difficile, effectivement, il faut du temps, parce que concrètement, il s'agit en effet de l'idée d'un investissement productif. L'investissement d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Donc on est vraiment sur là des mesures qui ont vocation à avoir un impact à long terme. Et donc évidemment, on n'aura pas à 3, 6 ou 8 mois des résultats immédiats. C'est ça qui est très difficile. Et donc l'évaluation elle-même se fera seulement dans 2 ou 3 ans. Donc moi, j'avais plutôt le sentiment qu'il faut laisser le temps à ce genre de mesure, qui est une mesure un peu tout en nuances, de porter ses fruits. Bon, voilà. Sur le pouvoir d'achat, est-ce que la balle n'est pas dans le camp aussi des entreprises? Parce que vous interpellez le gouvernement, l'État depuis plusieurs semaines. Ce sont les entreprises aussi qui fixent les feuilles de salaire, le niveau de salaire. Oui, après, au niveau de l'augmentation du SMIC de 100 €, ce n'est pas les entreprises, comme a dit M. Macron, qui vont payer, c'est la prime d'activité qui payeront ça. Donc, au niveau entreprise, elles ne seront pas forcément impactées au niveau de la hausse des 100 € pour les personnes touchant le SMIC. Par contre, elles gagneront au niveau des heures supplémentaires. Donc concrètement, votre revendication aujourd'hui sur cette prime d'activité, c'est plus 60 €, il faudrait bien plus, doubler, tripler? Le souci de la prime d'activité, c'est que c'est les contribuables qui payent cette mesure avec les impôts. C'est nous-mêmes qui payons notre propre prime d'activité qui sera versée. Donc c'est le principe de l'impôt. Oui, il n'y a pas de ressources magiques. Il faut bien que s'il y a des ressources à aller chercher quelque part, il faudra bien l'épuiser. Alors, je voudrais revenir sur le fait que les entreprises ne payent pas. Comment financer les, on va dire, 10 milliards supplémentaires? Il est envisagé de ne pas réduire l'impôt sur les sociétés pour lequel il y avait une réduction qui était prévue. Il est également envisagé de ne pas réduire les cotisations patronales, qui pouvaient avoir un impact positif aussi sur l'emploi et sur l'embauche. Donc il y aura une charge aussi qui sera supportée par les entreprises, comme par l'ensemble des contribuables, et puis une charge qui est reportée sur les générations futures, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc oui, les entreprises, elles aussi, vont être mises à contribution. Vous souhaitez un impôt plus juste, c'est-à-dire plus ciblé, notamment sur les classes aisées? C'est ça que vous souhaitez? Quand par exemple Emmanuel Macron dit « je vais mettre autour de la table les grandes fortunes de France ou les grandes entreprises pour donner un coup de pouce aux salariés », est-ce que vous avez confiance? Vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez que ces gens aisés vont faire le geste pour vous? Déjà, actuellement, il y a des entreprises qui font des bénéfices en France qui ne payent pas d'impôts en France. Donc déjà, M. Macron a promis que toute entreprise faisant des bénéfices en France seront taxées en France. Donc déjà, là, c'est un bon point pour récupérer des revenus au niveau sol français. Et après, ça permettra d'avoir des recettes supplémentaires qui pourront financer des mesures à destination de toute la population. Ça semble logique. Oui, alors il y a en particulier en effet une taxe spécifique là, sur les GAFA qui est envisagée et qui sans doute pourrait rapporter de l'ordre de 500 millions d'euros. Donc on est quand même sur des suppléments de recettes qui restent modestes. On ne peut pas attendre de pouvoir financer toutes ces mesures strictement sur, on va dire, des ressources comme ça, nouvelles. J'ai peur qu'elles n'existent pas, ou elles soient très modestes. Sur le coût des mesures annoncées, justement, entre 8 et 10 milliards d'euros, on risque de dépasser les 3% de déficit public. Est-ce que, beaucoup de gens disent, attention, on va être dans le rouge, on a déjà mangé notre pain blanc. Est-ce que vous entendez ce discours, cet argument-là, aujourd'hui? Que finalement, on a déjà un déficit très important en France et que ce sont finalement vos enfants, nos petits-enfants qui vont les payer?
Oui, ce discours peut être entendu, mais je reviens toujours sur les entreprises, les personnes aisées. Si avec le rétablissement de l'ISF, c'est 4 milliards d'euros de recettes fiscales et également l'exil fiscal qui a un chiffre qui permet de financer toutes ces mesures. Pour terminer, Jean-Pascal Gaillon, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication joué avec le gouvernement qui, pendant des mois, nous a dit on travaille pour le pouvoir d'achat, baisse des cotisations salariales, suppression de la taxe d'habitation, et au final, on voit le résultat, hein, un mois de contestation, de mobilisation, et des gens qui disent on n'en peut plus. Oui, je pense qu'il y a un problème de communication parce que, alors, il y a eu une maladresse et puis je crois qu'elle a été, elle a pris son ampleur maximale autour de la taxe supplémentaire sur les carburants. Je pense que le message a été, pour moi, entendu parce que cette hausse de 100 et peut-être même 120 euros si on compte les 1,8% d'augmentation qui était prévue, c'est vraiment quand même quelque chose de conséquent. Ça fait passer un SMIC à pratiquement plus de 1 300 euros en net, ce qui est une augmentation vraiment tout à fait substantielle. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu, en tout cas, Macron semble avoir entendu une partie importante des revendications. Après, bien sûr, il ne peut pas faire ce qui nécessite des ressources qui n'existent pas. Donc, je pense que la raison devrait l'emporter. Et peut-être que les entreprises qui sont appelées un petit peu à du civisme vont aussi faire le geste. Merci beaucoup, Jean-Pascal Gaillon. Restez avec nous, Corentin et Tristan, pour la suite de l'émission. La question est de savoir aujourd'hui si votre mouvement va durer. Je rappelle que nous enregistrons cette émission à la veille d'une journée de mobilisation. On ne connaît pas vraiment son ampleur. Une chose est sûre, le mouvement des Gilets jaunes a surpris par son côté soudain, son côté viral, également par son mode de fonctionnement, pas franchement dans les us et coutumes politiques. Regardons ensemble ce reportage tourné il y a quelques jours par nos confrères de France 2 dans l'heure et on revient ensuite. Ils sont 150 à se relayer nuit et jour. Des retraités, des artisans, des commerçants qui peu à peu organisent leur mouvement. Est-ce que tu as voté pour élire le porte-parole? Non. Pour la première fois, ces Gilets jaunes vont désigner leurs représentants. Une élection sans candidat. Chacun met 2 noms dans l'urne parmi les personnes présentes sur le rond-point. Ça là, et tu signes sur la feuille. À voter. On a tous des revendications, mais si on y va tous un par un, ça ne changera rien en fait. Le fait d'avoir une structure comme ça, quelqu'un parle pour tout le monde, ce sera carré. Je peux mettre un petit cœur. Voilà. Voilà. Maintenant. Mais dans ce mouvement qui se veut apolitique, l'idée d'une élection ne passe pas auprès de tout le monde. Certains espèrent par leur mobilisation redonner la parole à tous. Selon eux, pas besoin d'un chef pour cela. Tes priorités à toi, ça ne peut pas être pareil que moi, que lui. Moi, je ne veux pas que ça soit politique. Pourquoi? Parce que c'est le peuple ici. Vous voyez la personne, c'est les citoyens. Il faut que ça reste comme ça. On peut être représentatif d'un petit groupe, mais pas forcément de tout le monde. Alors moi, je veux que la personne représente tout le monde et donne tous les avis. Et il y a beaucoup d'avis. En attendant le résultat du vote, 2 représentants par intérim ont été désignés pour prendre certaines décisions pratiques. Par exemple, que faire des 150 € donnés par les automobilistes en soutien au mouvement. Les 3 amendes qui ont été données, c'est des infractions au code de la route, ça n'a pas lieu d'être le soutien qui paye ça. Ils ont aussi rédigé une liste de revendications, entre autres la réduction des taxes, la hausse du RSA et la démission d'Emmanuel Macron. On a retiré à peu près 15 revendications éventuelles, les meilleures, ceux-là qui ressortaient le plus souvent. Parce qu'on est quand même dans un espace démocratique en France. Alors pour être représentant, vous êtes devenu quoi, des hommes politiques? Non, pas du tout, loin de là. Loin de notre idée d'être politisé et faire entendre la parole des Français, par contre, ça serait pas mal. Voilà, avant de réagir à ce reportage, laissez-moi vous présenter nos 2 nouveaux invités. Éric Neveu, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour, vous enseignez à Sciences Po Rennes. Et à vos côtés, mon confrère journaliste Benjamin Kels, auteur d'un livre qui est publié aux éditions du Coin de la Rue. Je vais y arriver. J'ai rencontré la Bretagne. 3 ans de rencontres et d'écoute auprès de nombreux Bretons. Votre livre fait en fait écho un peu à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on entend aujourd'hui sur les ronds-points bretons. On va en parler. Une question pour vous, Tristan. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole du mouvement Le Pouvoir du Peuple. C'est un mouvement qui existe depuis longtemps ou c'est un mouvement qui est né avec les Gilets jaunes? Non, c'est né avec la colère. J'ai créé cette page
15 jours, 3 semaines avant le 17 novembre. Et puis il s'avère que j'ai vite été débordé par le nombre de personnes qui m'ont rejoint. Aujourd'hui, on a atteint 25 000 personnes sur la page. Donc c'est grâce aussi à ce réseau et cette page qu'on arrive à avancer dans notre mouvement. Voilà. Alors, avec les Gilets jaunes, Éric Neveu, est-ce qu'on est face à un mouvement complètement inédit? Est-ce qu'on est face à un objet politique non identifié? Ou on peut le comparer un peu avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, style Podemos en Espagne ou le mouvement 5 étoiles en Italie? Non, je pense que c'est quelque chose de relativement original, et je crois que personne ne l'avait anticipé et prévu, peut-être même pas les organisateurs d'ailleurs. Donc, il me semble que notamment une des choses très nouvelles, c'est que les gens qu'on trouve sur les ronds-points, je veux dire, c'est plutôt des gens de milieu populaire, des gens qui n'avaient pas forcément d'habitude de manifester, de s'engager, des gens qui échangent, qui se politisent au bon sens du terme, qui se posent des questions sur la vie collective. Et que ça, c'est une forme de participation politique inédite et que là, on a une expression de révolte dont peu de gens pouvaient prévoir l'émergence. Benjamin, et si finalement ces Gilets jaunes étaient tous ces Bretons que vous avez rencontrés pendant 3 ans, est-ce que vous avez perçu, quand vous avez écouté ces gens, quand vous êtes allé à leur rencontre, est-ce que vous avez perçu cette colère, cette exaspération et ce sentiment, on va dire, un peu de déclassement? Oui, j'ai senti une tension. Alors, dans le livre, je parle de la Bretagne qui va bien, mais aussi de celle qui se bagarre au quotidien. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes et je prends juste quelques exemples. Je pense par exemple à Philippe qui était boucher à Gourin et qui essayait de vendre son échoppe et qui n'y arrivait pas. Je pense à une personne qui habitait au bord de la 4 voies. C'est une femme célibataire qui a 2 enfants, qui va en scooter au boulot le matin. Ces gens-là, ils se demandaient en fait quelle société on leur avait vendue et qui ne leur permettait pas forcément de s'élever socialement comme on leur avait promis. Donc oui, cette tension, moi j'ai pu l'apercevoir durant mes 3 ans de reportage. Ouais. Tristan Corentin, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Parce que sur les ronds-points, on entend beaucoup de revendications un peu contradictoires. Ça va de la suppression du Sénat à la nomination du général de Villiers à Matignon. Vous voulez quoi? Une révolution, des réformes, un aménagement de la Ve République? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, nous, on a plusieurs revendications, dont une qui est vraiment principale, c'est le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Ça permettrait aujourd'hui de changer la Constitution, de modifier ou d'annuler une loi, de destituer une personne politique. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est redonner la voix au peuple. Voilà, on veut pouvoir choisir aussi pour notre avenir. Éric Neveu, je vous fais réagir au verbatim de Jean-Yves de Chaise-Martin, le vice-président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, qui disait cette semaine « La monarchie présidentielle a fait son temps, celui d'une 6e République est arrivé ». Est-ce qu'aujourd'hui, la 5e République est dépassée, n'est plus adaptée à ses exigences démocratiques? Oui, je pense qu'elle est totalement dépassée, et que l'ère où on votait et où pour 5 ans on obtempérait aux décisions du pouvoir politique, c'est définitivement fini. Et que dans une très grande diversité de milieux et de couleurs politiques, effectivement, il y a l'idée qu'on devrait pouvoir intervenir par des référendums de ce type. Mais je pense qu'une des questions que soulève aussi ce mouvement-là, c'est celui de nos représentants politiques. C'est-à-dire comment peut-on se sentir représenté par des gens qui, du point de vue de leur milieu social, n'appartiennent pas aux classes populaires, qui ont été totalement évincées des assemblées parlementaires et des fonctions de représentation, et des gens dont une grande partie, quelle que soit leur qualité ou leur mérite, ont une carrière politique à plein temps depuis qu'elles ont 22 ou 25 ans. Je pense que c'est aussi ça, un morceau du puzzle dans tout ce mouvement. Alors Emmanuel Macron veut s'appuyer beaucoup aujourd'hui sur les maires, notamment dans les territoires ruraux. Benjamin Kell, vous en avez rencontré pendant 3 ans aussi. Est-ce que vous pensez que ce sont les seuls aujourd'hui qui peuvent retisser ce lien démocratique entre les citoyens et la politique? C'est vrai que les élus locaux ont ce contact direct avec leurs concitoyens et je pense qu'on leur rend bien dans le sens où on comprend qu'ils sont sincères la plupart du temps dans leur engagement. Après, dans mon bouquin, je parle aussi de ces élus locaux qu'on met en défiance. Je pense par exemple à Perros-Guirec où il y avait ce programme de fusion. Ce sont les gens sur le territoire qui n'en voulaient pas et qui ont été capables de faire abandonner ce projet. Mais parfois, on va vraiment aussi se reposer sur les élus locaux parce que ce sont eux qui quelque part, sont des baromètres de la vie locale. Des cahiers de doléances sont ouverts aujourd'hui dans de nombreuses mairies. Est-ce que vous, dans votre mairie, vous allez aller remplir ces cahiers de doléances?
Alors, nous, dans notre mairie, on n'a pas de cahier de doléances. On a été faire la demande, ils n'en ont pas. Ouais. Donc nous, on en a un sur notre QG, donc Gilets jaunes. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ce cahier de doléances? Donc toutes ces revendications, on les enverra donc à monsieur le préfet, donc pour nous, ce qui nous concerne, les Côtes-d'Armor. Et après, c'est à lui aussi de faire remonter nos revendications. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans ce mouvement des Gilets jaunes et pourquoi pas participer à des élections? On pense par exemple aux prochains scrutins, les élections européennes. Est-ce que vous souhaitez une liste de Gilets jaunes à ce scrutin? Alors pour ma part, alors oui et non. Il ne faudrait pas que ça soit un mouvement politique parce qu'on est apolitique. Donc voilà. Mais vous acceptez le jeu démocratique des élections, qu'à un moment donné, pour se faire entendre, il faut aussi... Voilà, de toute façon, il faut bien que le mouvement se structure, ça c'est sûr. Après, jusqu'à aller à un mouvement politique, je ne sais pas. Je ne suis pas le seul à le décider, et puis je pense que tout le monde doit le décider. Mais ça, il faut en discuter, quoi. Quentin? Oui, pareil. Ce serait reprendre le système politique en allant à des élections, en ayant des délégations départementales, régionales. Donc on reprendrait le système politique que l'on dénonce depuis le 17 novembre. Donc on n'aurait pas de cohérence en formant un parti politique, Gilets jaunes, pour défendre nos idées, quoi. Alors, Éric Neveu, ce mouvement s'est accompagné notamment par l'intermédiaire des casseurs de certaines violences. On l'a vu notamment lors des manifestations samedi. Ça, c'est nouveau aussi. C'est ça aussi qui a surpris, on va dire, la classe politique. C'est qu'il n'y a plus de filtre aujourd'hui. C'est que on voit des citoyens aujourd'hui sont cash. Oui, c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a plein de paramètres. Enfin, il y a la colère et l'exaspération qui font éventuellement qu'y compris des gens qui n'avaient aucune intention d'être violents vont être pris par une espèce de dynamique d'entraînement. Il y a certainement aussi des gens qui viennent faire de la casse et qui sont distincts du mouvement. Est-ce que je peux dire, c'est peut-être pas très politiquement correct, il y a aussi des violences policières, qu'utiliser 10 000 grenades dans une journée, c'est quand même hallucinant, ou que les gens blessés par des flashballs, c'est très préoccupant, et que probablement, c'est des questions qui me dépassent en termes de compétences, mais il y a probablement des discussions à avoir dans le monde du maintien de l'ordre sur une remise à jour des doctrines et des façons d'essayer de dissocier des éléments violents de manifestants qui ne le sont pas, ce qui est bien plus facile à dire dans un studio qu'à faire sur le terrain, il s'entend. Ah oui, ça y en a. Vous l'avez constaté? Les violences policières, oui. On en a eu effectivement à notre manifestation samedi dernier, où on était dans une manifestation très pacifiste. Il n'y avait aucun problème. Et puis il y avait surtout un policier en fait qui, depuis le matin même, était en train un petit peu de titiller les manifestants. Et il a fallu une fois de trop. Et puis c'est parti totalement. Malheureusement, ça a dégénéré, quoi. Et puis ça a gazé de tous les côtés, flashball, etc., blessés. Donc voilà. Benjamin, vous avez senti cette colère rentrer chez de nombreux Bretons. Et est-ce qu'il y a aussi des Bretons, est-ce que ce mouvement aussi pourrait nous tirer vers le haut et déboucher sur de nouvelles formes d'action collective, de nouveaux investissements citoyens, on va dire? Ce qui existe déjà beaucoup en Bretagne. On est un territoire sur lequel, je prends l'engagement associatif, on est très actif. C'est une façon d'être politique aussi, dans un sens différent du terme, mais de s'engager. Je ne suis pas forcément devin voyant, mais je pense qu'en tout cas, en Bretagne en particulier, il y a cette capacité à se prendre en main, à ne pas forcément être fataliste par rapport aux choses et à essayer de faire émerger quelque chose de meilleur d'une situation qui est compliquée. Vous pensez aussi que ça peut déboucher sur de nouvelles formes? Oui, moi je pense que c'est un mouvement, alors je ne suis pas non plus prophète, mais qui ne va pas disparaître comme une inscription sur le sable avec la marée montante. Il y a des gens qui ont constitué des réseaux, mais des réseaux d'êtres humains qui s'identifient, qui ont envie de faire des choses ensemble, qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient obtenir des changements et qui ont mis en marche toute une machine à agiter des idées. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais je pense que c'est très intéressant en termes de futur démocratique. Donc vous corroborez ce que dit Emmanuel Macron, nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. C'est comme ça qu'il concluait son allocution lundi dernier. Puisse-t-il avoir raison en ce qui le concerne? Je voudrais qu'on termine l'émission en donnant un coup de projecteur sur un autre acteur qui a définitivement pris sa place dans notre paysage démocratique et citoyen. Ce sont les réseaux sociaux, et en particulier Facebook. Un moteur, un accélérateur, un révélateur concernant votre mouvement des Gilets jaunes. Un rôle qu'a décrypté pour nous Olivier Hersted, universitaire et spécialiste des réseaux sociaux. On l'écoute et je vous fais réagir après.
sont davantage sont en manque de visibilité plus que de représentativité. Ce qu'ils veulent, c'est être visibles. D'ailleurs, le fait d'enfiler un gilet jaune, c'est pas non plus neutre. Et Facebook est une plateforme qui, dans le domaine de la visibilité, excelle pour faire remonter effectivement des revendications. Ça a été un accompagnateur et un accélérateur, c'est-à-dire que ça aurait pu démarrer sans Facebook, il se trouve que ça a démarré sur Facebook et que la manière dont est structuré l'algorithme de Facebook a aussi donné beaucoup de poids, de visibilité à des contenus chez les Gilets jaunes, mais aussi chez des gens qui étaient en contact proche ou lointain avec des gens de ce mouvement-là. Est-ce que Facebook peut faire aboutir le mouvement des Gilets jaunes? Non, Facebook c'est un outil qui est une formidable opportunité pour lancer ou déclencher des mouvements ou des révolutions sociales ou politiques, mais en aucun cas ce n'est un outil qui permet de les gagner ou de les remporter, puisque c'est une plateforme qui ensuite enferme aussi les gens à l'intérieur de revendications qui restent de l'ordre de la colère, mais qui n'est pas un allié objectif de démarche constructive, on va dire. C'est un outil démocratique, Facebook, oui, dans la mesure où s'il n'avait pas été là, ces gens-là, effectivement, n'auraient pas eu accès à cet espace de débat et d'expression, qu'ils investissent de manière démocratique. Et c'est un outil qui, paradoxalement et en même temps, est dangereux pour la démocratie, parce que si cet espace de débat ne sort pas de Facebook pour s'installer dans le débat public, eh bien, effectivement, il va devenir vicié, il va devenir toxique, et il va produire l'inverse de ce qui était supposé être espéré au départ. Alors Tristan, vous avez entre les mains une arme dangereuse, c'est Facebook, qui véhicule aussi beaucoup de fausses informations, les fake news, comme on dit. Comment vous faites aujourd'hui pour autoréguler aussi tous ces mensonges qui sont relayés et qui ne font pas des vérités? Alors parfois c'est très compliqué de filtrer un petit peu les fake news. On fait le maximum. Après on parle avec les gens, on leur dit bah non, n'écoutez pas ça, n'écoutez pas ça. On fait le maximum, mais bon, les fake news, malheureusement, ça nous suit. Pour conclure, Eric Neveu, est-ce que c'est la nouvelle Agora aujourd'hui, fake news Facebook, pardon? Je n'ai pas de compte Facebook, donc je suis mal placé pour en parler, mais oui, je pense que c'est un lieu extrêmement important de diffusion des idées et des discussions. Merci à tous les cas d'avoir participé à notre émission. Je rappelle aussi le livre de Benjamin Kels, J'ai rencontré la Bretagne, une belle idée de cadeau pour Noël, pourquoi pas? Écoutez. Vous n'allez pas nous contredire. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Dimanche en politique revient l'année prochaine. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Passez tous un excellent week-end et merci pour votre fidélité.